Qu'elles soient orientales, centrales ou atlantiques, les Pyrénées demeurent encore aujourd'hui l'un des derniers sanctuaires sauvages de l'Europe. Dans cet espace de liberté, les gens d'ici entretiennent avec elles une attirance inexplicable, une relation amoureuse, et nous livrent les secrets de leur passion. Pierre Menot, technicien à l'Office national de la chasse et directeur de la réserve de faune sauvage de Orlu dans l'Ariège. Observatoire privilégié de la grande faune, ce territoire d'étude abrite la plus forte densité d'isards des Pyrénées. Jean-Luc Plane est restaurateur en Cerdagne. Tout au long de l'année, l'isard est l'animal de toutes ses préoccupations. Dès que son travail le permet, il abandonne ses fourneaux pour courir la montagne à la recherche du trophée exceptionnel et inégalable. Plus à l'ouest, aux confins des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, Marc Ampin est garde-moniteur au Parc national des Pyrénées. Il nous ouvre les portes de ce territoire grandiose et nous fait partager son travail d'inventaire des populations animales. Pour chacun de ces trois passionnés, parcourir la montagne relève d'un attachement à un patrimoine unique, mélange subtil d'instinct sauvage et de liberté. Pour moi, c'est une passion d'être ici, c'est une passion de faire ce métier. Je ne vois pas du tout ce que je ferais d'autre que ça. Si on me demandait la façon idéale de travailler, je crois que je ferais exactement ce que je fais. J'ai la chance d'avoir au sein de l'Office national de la chasse beaucoup de liberté. J'essaye de me montrer à la hauteur de la liberté qu'on me laisse. Et je pense que comme ça peut continuer. Et j'y crois, quoi. Être directeur de la réserve d'Orlu, ce n'est pas un sacerdoce, c'est une chance au départ. Tout de suite, je me suis aperçu que ce travail me plaisait beaucoup. C'est un travail de responsabilité où je travaille avec des équipes, des collègues. Et, c'est un travail varié qui varie en fonction des périodes de l'année, en fonction des espèces, des activités qu'on fait. On peut piéger des marmottes, on peut capturer des isards, on peut faire des recensements. C'est un travail très varié en fait. La journée commence souvent très tôt le matin. À 4-5 heures, c'est l'heure du lever, étant donné que je suis quand même à 1 heure de route de la réserve. Et donc je me rends ensuite sur les lieux. Et quand je ne dors pas au refuge le soir même, et ensuite nous déterminons avec les nombreux stagiaires que j'ai, nous déterminons un itinéraire de prospection. Et nous allons prospecter pour chercher des isards munis de colliers, ou alors pour d'autres choses, pour repérer des marmottes avant les captures, pour faire un recensement d'isards, pour bien d'autres choses.
C'est une très ancienne réserve puisqu'elle date des premières années après la Seconde Guerre mondiale, 1946-47. À l'époque, elle appartenait à un propriétaire privé qui s'appelait M. Burrus et toujours appelée par certains réserve de Burrus. En 1974, les 4000 hectares qui constituent la réserve d'Orlu ont été achetés par le syndicat intercommunal Lorgex et d'Orlu, qui a décidé de poursuivre ce statut de réserve et a demandé en 1981 que cette réserve soit classée réserve nationale. Ça a changé depuis la semaine dernière. Ah, ça va. Deux couleurs. Bon, deux couleurs. Vous voyez quelque chose? Pour l'instant, non. L'espèce que je préfère observer, bon, au départ, quand je suis arrivé ici, c'était bien sûr l'isard, qui est un animal pyrénéen par excellence. C'est un animal, un mammifère qu'on voit souvent sur les crêtes, dans les prairies, qui est un animal élégant, élancé. Mais bon, je dois dire qu'à force d'en voir, et après 20 ans d'activité dans la réserve, c'est un animal qui me surprend moins que d'autres espèces qui sont plus discrètes et plus farouches, comme le grand tétras. T'en vois d'autres? J'ai vu une chevrée, mais il n'y en a pas de marqué, je crois. T'as le gros ruisseau au milieu, là, sur la droite du ruisseau. Et ben tout en haut de cette crête avec les pins. Il y en a 3-4 là. On va voir si c'est marqué. Ouais, il y a une chevrée, une autre chevrée au-dessus de. Comment dire, t'as le gros ruisseau là. Ouais. La réserve d'Orlu est un territoire d'études sur l'espèce isard. Et donc la plupart de mes activités concernent cette espèce. Suivi des isards qui sont munis de colliers, que nous avons précédemment capturés. Et c'est un travail de terrain important, disons. En ce moment, nous sommes en pleine période de rut. Le rut de l'isard, c'est la période des amours. Elle commence à partir de la mi-octobre à peu près, pour se finir à la mi-décembre. À ce moment-là, les mâles, qu'on appelle chez l'isard le bouc, qui habituellement se tient à l'extérieur des groupes de femelles, rejoignent ces groupes pour couvrir les femelles. Et donc on peut voir facilement tous les animaux à cette époque-ci. C'est une très bonne époque pour voir les animaux évoluer. Le groupe d'isard, qu'on appelle chevrée, est constitué des femelles, qu'on appelle chèvres, suivies de leurs petits de l'année, et souvent de leurs petits de l'année précédente qu'on appelle éterlou ou éterle. Et les mâles se répartissent entre eux, ces groupes, ces chevrets, et défendent leurs chevrets de toute accessibilité par les autres mâles. À cette époque, les mâles ont des traits de comportement bien particuliers. Par exemple, on peut les voir tout ébouriffés, en train de se secouer. Ils profitent de ce moment-là pour uriner et en se secouant, l'urine se dépose sur leur flanc et laisse une odeur qui leur permet de s'individualiser par rapport à d'autres mâles, d'autres boucs qui sentent leur odeur et n'approchent pas. Ensuite, ils peuvent aussi marquer les arbres autour de leur territoire qu'ils défendent, autour du territoire qu'ils défendent, avec des glandes qu'ils ont à la base des cornes, qu'on appelle les glandes rétrogornales, et qui laissent aussi une odeur bien particulière, reconnaissable par les autres boucs à proximité.
Mon travail en montagne se réalise dans une ambiance bien particulière qui est celle du milieu montagnard. En fait, à mon avis, on ne travaille pas du tout en montagne comme au bord de la mer. Ce sont des ambiances qu'on le ressent à travers le paysage, mais aussi les gens qui y vivent. Je reçois souvent des stagiaires qui, durant les 2-3 mois que concerne leur stage, apprennent beaucoup de choses à notre contact, au contact des collègues qui sont avec moi, certaines valeurs bien particulières qui sont en montagne. On apprécie de plus en plus, par exemple, de casser la croûte à 2000 mètres, c'est encore mieux à 2004 et encore mieux à 2007. On est de moins en moins difficile, il y a des valeurs qui sont différentes d'en bas et qui, à mon avis, sont importantes. Il n'est pas marqué là, celui-là, à droite du deuxième ruisseau. Dans la réserve, les espèces les plus représentées sont l'isard. On en a recensé jusqu'à à peu près 1400 sur 4150 hectares. Ça fait vraiment beaucoup d'isards. Et ensuite, la deuxième espèce qui est bien représentée, c'est la marmotte. Espèce qui a été réintroduite dans les Pyrénées vers la fin des années 50 et qui s'est très très bien développée, à tel point que dans la réserve, nous pouvons nous permettre de capturer certains individus pour aller les relâcher ailleurs, en Ariège ou sur la chaîne des Pyrénées, dans des endroits où elle n'a pas encore colonisé. Au niveau des grands rapaces, nous avons les 3 espèces principales qui sont le gypaète barbu, le vautour fauve et l'aigle royal. L'aigle royal est présent sur la réserve toute l'année, il niche régulièrement. Les vautours fauves ne nous rendent visite qu'en période estivale, pendant l'été, lorsqu'il y a des dégâts sur les troupeaux. Par contre, le gypaète barbu, lui, est inféodé à la réserve. Il reproduit depuis 3 années maintenant. Et nous avons eu la chance d'avoir une production positive, un petit à l'envol il y a 2 ans. Et nous espérons que ça continue. Je suis tout seul à la montagne, que je vois des choses qui me plaisent. Un gypaète en train de faire des tours dans le ciel, un petit chevreau d'isard en train de téter sa mère. Je sens une impression de bien-être, bien-être complet, surtout quand j'ai l'impression d'être seul. À certaines périodes de l'année, ça arrive fréquemment en hiver par exemple. C'est une impression de bien-être et j'ai vraiment l'impression que c'est un choix égoïste, j'y pense souvent. Je suis souvent éloigné de ma famille, éloigné de chez moi. Je pense souvent à ça. Mais bon, quelque part, on est tous un peu égoïstes et chacun son secteur, chacun à sa façon. Moi, ma façon de me retrouver, c'est la montagne. Et même si je dois être égoïste, tant pis. Nous chassons dans les Pyrénées-Orientales, en Cerdagne, sur le massif du Puigmal, en face Font-Romeu. Le massif du Puigmal, il y a 3 vallées, il y a la vallée d'Aire, la vallée de Yaux, la vallée d'Aisne. Sur ces 3 vallées, nous sommes à peu près 90 chasseurs à pratiquer la chasse à l'isard. Vraiment mordus, nous sommes, ça se compte sur les doigts d'une main.
Mais il faut savoir que sur 90 chasseurs, nous avons quand même plus de 100 bracelets, car nous avons une population d'isards qui est très riche. Il y a beaucoup de bois, donc les isards qui sont dans le bois sont très difficiles à chasser. Les gens chassent essentiellement en pelouse sur les grandes coumes du fond des vallées. Et ces isards de bois sont tranquilles, donc peuvent reproduire et alimenter toutes les pelouses tout durant de l'année. C'est un jeune bouc. Qui mangeait là-bas? Ouais, peut-être à droite là. Je suis venu à la chasse à l'isard par amour de la nature, par amour de cet espace immense de liberté et surtout par rapport à mon grand-père qui lui m'a mené souvent en montagne, surtout à la chasse à l'isard. Et c'est quelque chose qui m'a plu de suite par l'approche, par la connaissance des animaux, surtout la connaissance du terrain où à l'époque il chassait avec des fusils et il fallait vraiment approcher à 30 et 40 mètres, donc il fallait faire des approches, il fallait faire attention au vent, il fallait faire attention à un tas de paramètres. Il faut savoir qu'au début les plans de chasse étaient très réduits, c'est-à-dire qu'on avait 3 ou 4 isards par vallée pour une trentaine de chasseurs, dont l'isard était ouvert 2 ou 3 jours. Alors on allait camper sur place, le matin au lever du jour on se postait et on tirait des isards. À cette époque-là on ne faisait pas de recherche de trophée encore, on tirait des isards qui se déplaçaient. On mettait le bracelet, on déclarait ça au président et puis quand le quota était atteint, la fédération disait qu'il fallait fermer la chasse. Alors pour moi essentiellement qui chasse le trophée, j'attends le mois de novembre moi, pour tirer de beaux isards, pour chercher le bouc ou la chèvre exceptionnelle. Ici il y a beaucoup d'isards, donc ça nous permet vraiment de choisir sa bête et puis à chaque sortie on voit énormément d'animaux, on se régale. On chasse en altitude, il faut avoir une condition physique assez bonne. Il faut savoir que des fois on fait 15-20 km dans la journée, on a un sac à dos qui pèse, qui est assez lourd, donc il faut connaître le milieu là où on chasse parfaitement. C'est une chasse très intéressante. Il faut marcher beaucoup pour se rendre sur le lieu de chasse, mais une fois qu'on est sur le lieu de chasse, c'est des heures et des heures de jumelage et d'observation. On ne chasse pas l'isard comme on chasse la caille ou le lapin à marcher. L'isard c'est l'observation, observer, observer. Un isard qui est derrière un sapin où il sort que la tête, où vous voyez juste un étui, et quand il tourne la tête et l'étui brille un petit peu au soleil, il faut savoir repérer cet étui-là. C'est pour ça que nous avons de grosses et bonnes jumelles. C'est un fort grossissement. Le télescope sert aussi à ça, à observer à de très grandes distances sans se déplacer. Ce qui nous permet de déterminer exactement les animaux qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas pour déterminer notre approche. Ouais, c'est le chien. Elle n'est pas très grosse, mais elle a l'apex droit cassé. Ouais, elle est bien ouais, c'est le chien. Une approche à l'isard, c'est très difficile. Il faut se confondre à la nature. Il ne faut pas y aller habillé en rouge, habillé en vert, avec des kawaii, des choses comme ça. Il faut se cacher, il faut se confondre à la nature, il faut observer. On regarde la direction du vent. Suivant la direction du vent, on essaye de faire son approche. Il faut connaître le milieu parfaitement, il faut connaître les petits chemins, il faut faire attention à tout. Il faut écouter quand on marche dans le bois. Il faut faire attention surtout à tous les bruits aux alentours. S'il y a un isard qui siffle, qui a entendu un danger, l'isard siffle, il fait ksh. Il faut savoir entendre ce petit sifflement pour savoir repérer l'isard, la direction, essayer de le voir. Souvent on voit les pattes, alors on doit se mettre à 4 pattes pour essayer de donner un coup de jumelle pour voir en aplomb comme ça si on peut distinguer la tête. Il faut identifier l'animal avant de le tirer pour voir si c'est un jeune, si c'est un adulte, si c'est un mâle, une femelle. Qu'est-ce que ça a fait? Il me semble qu'elle a accusé, mais elle monte là à droite sur le caillou. Regarde, à droite, elle tombe. Ouais, ben. Elle est pas tombée au carreau, hein. C'est pas évident. Normalement, elle est
par là. Ah ouais, elle est là. Tu vois? Ah bah ouais, l'impact il est là, regarde. Là où j'ai visé. Peut-être suivant la distance, c'est pas trop évident. Très bien payé. D'où elle est tombée? Tombé de là-haut, ouais. Un petit pin. D'en haut je de la crois. roche? Ah, d'en haut, ouais, je crois. Elle a fait une sacrée chute. Hein. Ouais, elle est venue sur ce petit pin là. Là, elle a dit ça. Ouais, c'est ça. T'as une idée de l'âge là? Voir. Bon, déjà, point de vue trophée, ça n'a rien de bon, quoi, je veux dire. C'est une femelle Ouais. quelconque. Alors, l'âge, t'as déjà l'apex droit cassé. T'en fais voir. Là, t'as la première année ici. Deuxième année, on voit très mal les annulures, on y voit mal. 3, 4, 5, 6 ans et demi. Ouais, 6 ans et demi. Là, il y a les glandes rétrocornales. Bon. On les ressent très peu, non. Sur le bouc, on les verrait bien parce que le rut va pas tarder à commencer, donc ils sont marqués. Ouais, bon, c'est dommage qu'elle ait l'apex un peu cassé là. Mais trophée, elle aurait jamais fait un trophée, elle aurait pu vivre 10 ans de plus. Ouais. Parce qu'un Isard, il fait son trophée dans les 5 premières années. Si déjà à 5 ans, il a un trophée bien développé, après c'est millimétrique, mais chaque année, il peut gagner. Tandis que là, aucun espoir d'un trophée. Mais bon, on n'est pas là rien que pour le trophée non plus. Pour chasser l'isard en montagne, on utilise essentiellement des petits calibres. Moi, personnellement, j'utilise un calibre en 657R, puisque j'ai une carabine basculante, un coup. C'est un peu une éthique de la chasse en montagne. Déjà en poids, on gagne 1 kg, 1,5 kg par rapport à une autre arme. Et puis il y a un coup, donc où c'est tué ou c'est manqué, mais il ne faut pas vider des chargeurs sur les isards comme on tire sur des lapins, quoi. Après ce qui est lunettes, il faut quand même une lunette variable. Ici vous avez une lunette qui grossit de 5 à 15. Alors au début je me suis dit bon je tirerai jamais à 15. Et au fur et à mesure de l'utilisation de l'arme, je m'aperçois que je tire de plus en plus avec un fort grossissement. Voilà, après vous parlez des balles, c'est un calibre 657R, des balles très légères, balles de 6 grammes, pour avoir le moins de flèches possible, surtout à grande distance. Le seul inconvénient, c'est si on a un vent latéral, la balle est un petit peu déportée. À ce moment-là, il faut faire une approche. Mais sinon, pour moi, c'est un des meilleurs calibres pour chasser l'isard. La chasse, bien sûr, c'est aussi de la gestion. Et pour pouvoir prélever, il faut savoir gérer. Bien gérer, c'est très important, c'est là le b.a.-ba. Si on se fout de tout et on tue tout, on n'aura plus rien. Si on veut continuer à avoir des animaux, à faire voir et à faire partager la passion, et que tout le monde ait des animaux, il faut faire une gestion le plus rigoureuse possible. Alors au sein de l'association de chasse et de la fédération, nous faisons un suivi toute l'année. La chasse se déroule de septembre à décembre, mais l'observation doit se faire toute l'année. Nous établissons des comptages au mois de mai au niveau des naissances. C'est un comptage qui est très important, ce qui nous permet de savoir exactement le taux d'accroissement. Grâce à ce taux de naissance, nous établissons les plans de chasse. Alors, voilà. Ah. Alors, Jacques, toi tu partiras d'ici. Ouais. Tu Je prends toute la crête. Le chemin. Arrivé au ruisseau, tu redescends tout le long du ruisseau. Tu comptes toute cette partie-là jusqu'au refuge. Et François, toi tu pars de l'autre côté. Tu pars de l'autre côté, tu fais tout ça, tout le premier cirque, le second cirque. Pareil, tu recoupes le ruisseau, tu redescends par le ruisseau. Bon, c'est parti. Vers 11h au refuge. Ça monte. Allez. Oui, ça monte, oui. Ça monte bien. Nous quadrillons un territoire qui est chaque année le même et reconduit. Chaque personne a un secteur bien déterminé. Nous partons avec des fiches de comptage. Nous comptons tous les animaux, que ce soit des boucs, des chèvres, des éterlous, même éventuellement s'il y a des animaux malades, ce qui nous permet de savoir exactement sur un secteur bien déterminé tous les isards. Nous nous aidons de talkie-walkie car il ne faut pas évidemment compter 2 fois les mêmes animaux, ce qui fausserait le comptage. Écoute, nous on est en bas là sur la crête sous le caillou blanc. Il y a une petite chevrée, est-ce que tu la vois?
derrière, il y a une petite chèvrerie. J'arrive pas à compter combien il y en a là. S'il y en a, à mon avis, il y en a une trentaine, quoi. Bon, écoute, on reste là un petit moment. Vous vous déplacez tout le long de la crête. Comme ça, s'il y a des déplacements d'animaux, on pourra noter, ok? Le mouflon là, c'est plus de 4 ans ou moins de 4 ans? Il a les cornes comment? Il a plus de 4 ans celui-là. Ouais? Ouais. Et un peu plus bas, vous avez une mouflon et un mouflon, un petit. Ah, tu vois la chèvrerie au-dessus? Tiens, regarde Clara. Il y a une femelle avec un petit chevreau là, tu le vois? Tu le vois là? Quand on fait des comptages ou quand on part en balade, ben à 5 ans elle commence à suivre, donc elle marche plus doucement que papa, mais elle suit un peu partout, puis ça lui plaît. Elle a ses jumelles, elle regarde au télescope. Les animaux, ça lui plaît. Puis on voit un peu le tout, des cerfs, des chevreuils, des isards. Surtout de voir les petits isards. Alors là, les petits isards et les marmottes. L'autre jour on est allé voir les marmottes. On a vu la maman, les petits bébés. Ça lui plaît. Ça, tu peux la manger. Oui. Non, mais avec le bouton, on va pas la manger. C'est comme des Oui, ils sont jolis. petits vieux qui ne peuvent pas suivre derrière. Oh, tu veux te mettre là? Juste en haut de la petite montée là. Ce restaurant, j'y suis né dedans. J'ai repris l'affaire familiale avec mon frère, moi en cuisine, lui en salle. Messieurs, j'annonce table 17, 4 menus week-end avec 4 loups à suivre, 2 tourneaux d'eau, un appoint bien cuit et 2 civets de sanglier. Mon père la tenait déjà de son père et son père de son grand-père. Donc nous avons fêté le centenaire en 1995 et maintenant nous essayons de faire prospérer cette entreprise. Ce qui est un peu dommage, c'est que ma passion, la chasse à l'isard, je ne peux pas faire partager aux clients ma passion, car il faut savoir que l'isard est interdit à la commercialisation. Je le fais pour des amis comme ça à titre personnel. La chasse c'est important, mais le copain bien sûr. C'est pour ça que j'essaie d'amener des amis ou pour découvrir la chasse à montagne ou des amis qui se régalent de m'accompagner. Et puis plus tard, après, il y a la convivialité du repas. L'isard est un mets délicieux, donc ça nous permet de raconter l'histoire de la chasse à l'isard, l'histoire des chasses à l'isard autour d'un gigot d'isard à table au restaurant. Beaucoup de fusées, il faut local. Il y avait un plaisir. Il y a plein de qui viennent, je tire. Il y avait mon frère en bas, il est mort. Bon, il est sac en bas. Mais il dit, c'est pas le premier que tu as tiré là. C'est le deuxième. Si tu es un lièvre, un coq et 2 luzernes. La double vie au restaurant et à la chasse n'est pas évidente. Il faut savoir que le milieu de restauration est très contraignant. Nous faisons beaucoup d'heures de présence. Et j'essaye de m'organiser pour être là sur le terrain au maximum. J'essaie de faire le coup du matin. Mes amis en cuisine commencent le travail à 8h. Moi j'arrive vers 9h, mais de 6h à 9h j'ai 3 heures de chasse. L'après-midi je peux y aller malgré la chaleur 2 ou 3 heures. Et le coup du soir je peux le faire que quand je suis en repos. Alors pour la chasse à l'approche, souvent ce qu'il faut, c'est l'idéal, ça serait d'être 2, déjà pour la sécurité, parce qu'une personne seule, on ne sait jamais, on peut se faire mal. Et puis une deuxième personne, surtout pour observer les animaux, une fois qu'on est en position de tir. Car nous, quand on tire dans la lunette, si on a un fort grossissement, il y a une vibration et la lunette sort du champ de tir. Alors à ce moment-là, l'ami qui est à côté vous dit si l'animal est tombé, si l'animal est perdu, s'il roule. Le plus gros c'est celui d'en bas, qui mange tête à gauche.
Une fois qu'on est au maximum de l'approche, on donne un coup de télémètre, comme ça on sait exactement la distance. Une fois que la distance est identifiée, on se couche, on prend un très bon appui. Alors très bon appui, si possible le canon appuyé sur le sac à dos. Il faut que la carabine tienne toute seule dans l'axe. Après vous n'avez plus qu'à serrer votre arme et vous laissez faire votre doigt sur la détente. Il faut se faire surprendre par le coup. Et en général, si vous avez la croix au défaut de l'épaule et vous vous faites surprendre par le coup, la bête tombe au carreau. Ça y est. Oh là, tu l'as touché en plein, hein, en plein. Quand on tire un animal bien déterminé, un trophée qu'on a recherché, qu'on connaissait depuis des fois plusieurs années, on ressent, c'est très dur à expliquer, c'est pour ça qu'on est attiré par ça, c'est une passion, c'est des moments qui sont très forts. Quand vous voyez le gros bout qui se détache, vous n'avez pas pu le tirer pendant 4 ou 5 fois, vous dites maintenant il est là, ça y est, il ne faut pas que je le manque. La concentration doit être, on ne peut plus l'approcher parce que le terrain est découvert, si on approche il va nous sentir, il va nous voir. On fait un tir assez loin, aux alentours de 200 mètres. Ce bouc n'arrête pas de courir parce que c'est le moment du rut, il descend, il monte. C'est des moments qui sont très forts et on dirait plus c'est long, plus c'est bon. Mais c'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer, c'est pour ça qu'on est attiré par ça, qu'on y va. Et ça c'est comme le cerf au brame, quand on approche un cerf qui vous brame à 30 mètres, on a des frissons, on ne sait pas, mais là on ressent la même chose. Quand je fais des sorties, notamment en solitaire dans la montagne, je crois qu'il y a un plaisir, bon, déjà de s'en aller à pied dans la montagne et aller observer ce que la journée m'offrira, mais en fait c'est surtout, on évacue pas mal de choses. Bon, on se perd un peu dans ce milieu parce que la montagne est immense, hein, on se sent tout petit là-dedans, et en fait on se dissimule quoi, dans cette vie de la nature. Et moi, c'est vrai que je m'oublie un peu. J'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup la convivialité, mais il y a des moments aussi où j'aime bien la solitude, quoi, et me ressourcer. En fait, je me ressource. Je suis garde-moniteur au Parc national des Pyrénées. Le Parc national des Pyrénées a été créé en 67-68 et c'est un territoire, un espace protégé en fait, qui fait 47 000 hectares à peu près, le long de la frontière espagnole. Pont d'Espagne. Bonjour Christine, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Il fait à peu près, il s'étend sur 100 km de long et 5 à 10 km de large, avec 6 vallées qui s'étendent de la vallée d'Aspe et vallée d'Ossau en Pyrénées-Atlantiques, vallée d'Azun, vallée de Cotteret, vallée de Luz-Gavarnie et vallée du Néouviel dans les Hautes-Pyrénées. Le travail de garde-moniteur en fait est assez varié, c'est un peu en fonction des saisons, un peu en fonction de la vie de la nature, hein, c'est surtout ça. Mais il y a un travail permanent en fait qui est la protection de la nature. Donc on a une mission de surveillance qui est un peu la mission de base, protéger l'espace avec les règles et les principes de protection de la nature. Ensuite, c'est en fonction des saisons, on suit la faune et la flore. Ça c'est un travail de connaissance du milieu sur lequel on travaille, au niveau des espèces, que ce soit faune, flore. Et puis les missions d'information, de pédagogie scolaire, d'information au tout public. On est un service public, donc on doit assumer ces tâches-là tout au long de l'année. Ensuite, bon, il y a les missions aussi d'aménagement, style signalétique, tout ce qui est intervention sur travaux sur la zone parc. Au niveau du travail du garde en prospection, disons qu'ici, sur le secteur de Cotteret, on s'est un peu réparti les tâches suivant nos affinités, puis un peu notre petite passion. Alors, certains vont aller suivre les rapaces. Bon, moi, je me suis un peu axé sur les chauves-souris sur la vallée de Cotteret. C'est un travail récent, en fait. Et nous avons prospecté un peu toutes les galeries de mines existantes, galeries artificielles bien sûr, où on suppose que les chauves-souris peuvent soit hiberner, soit résider, soit se reproduire. Ça a donné de bons résultats sur les 2 ans de prospection qu'on a entamé. On est arrivé à identifier 15 espèces sur le secteur.
ainsi que 2 gîtes qui sont importants et qui ont un intérêt national et peut-être un autre gîte qui a un intérêt régional sûr. C'est un détecteur à ultrasons que les chauves-souris sont capables d'émettre pour se déplacer, pour aller chasser la nuit. Donc avec ce petit appareil, on peut déjà identifier quelques espèces. Bon, c'est pas très perfectionné, mais là tout à l'heure on avait le petit rhinolophe qui est une espèce donc qui est présente dans cette galerie. Ici on se trouve sur une galerie artificielle. On a prospecté un peu dans toutes les galeries de mines de la vallée, dans tous les greniers, même clochers d'église. Et les chauves-souris ont des gîtes où elles peuvent vivre grâce à des entrées. Bon, si c'était complètement hermétique, on n'aurait plus rien là-dedans. Elles se sont réfugiées dans des zones où elles ont une certaine tranquillité, surtout ça, quoi. Une tranquillité, des conditions aussi de température. Elles sont très sensibles à la température des lieux, à l'humidité aussi des lieux. Donc, suivant leur période de vie, de biologie, que ce soit reproduction ou hivernage, elles peuvent changer de gîte. Dans cette grotte, il y a un mois, on a pu inventorier 192 grands rhinolophes, un petit rhinolophe, une soixantaine de minioptères, vraisemblablement de passage, et puis un vespertillon à moustache, un vespertillon de latéraire et un grand muret. Voilà les 6 espèces rencontrées. Voilà la première chauve-souris contactée dans la galerie de mine, avec les caractéristiques spécifiques de l'accrochage. Elle s'est accrochée par les membres postérieurs avec les griffes qui se resserrent sur le support. Et bon, là, elle est un peu stressée, elle a replié les genoux, mais normalement, elle se laisse aller. Et le simple fait du poids de la chauve-souris permet à ce qu'elle reste comme ça, tranquille, tout au long de la journée, en attendant le soir pour aller à la chasse. Celle-là m'a l'air bien parasitée, un peu stressée par notre présence. Bon, on va peut-être pas trop l'embêter et continuer la prospection. Dans les galeries de mines, on peut trouver aussi sur la voûte des amorces de dynamitage, je pense. Et souvent, les chauves-souris ont tendance à venir s'accrocher et puis petit à petit en marche arrière. Elles se faufilent à l'intérieur des trous et elles peuvent aller assez loin, 15-20 cm, ce qui rend un peu difficile la prospection quand il y en a énormément dans la galerie. Sur le plan sentimental, c'est toujours le côté découverte qui est intéressant dans les mines. Bon, c'est un milieu sombre, noir, on y va avec sa lampe et il faut être très près pour pouvoir observer les chauves-souris. Donc chaque fois qu'on peut en observer 1, 2 et puis peut-être des petits groupes, alors là ça devient un peu plus fort. Bon, et puis il y a toujours cet aspect surprise. La nature, c'est toujours ça qui est intéressant, et notamment dans les galeries de mines. Bon, ce sont des anciens territoires humains, hein, tout à fait artificiels, mais étant abandonnés, ça devient des refuges pour la faune, et ça c'est assez fabuleux. C'est la nature qui reprend ses droits, doucement. Il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'on a la chance dans ce métier d'être toujours en montagne, d'être, disons, à la découverte un peu des espèces que l'on peut trouver.
Donc on aime le partager. Nécessairement, bon, on n'a pas envie de garder ça pour soi, toujours. Certains le font. Bon, moi, je préfère partager un peu mes connaissances. Et surtout au niveau des enfants, parce que je trouve qu'ils ont la spontanéité et l'envie surtout de découvrir. Donc je me suis un peu engagé avec les écoles sur certaines animations et certains projets pédagogiques qui nous amènent bien sûr à faire des sorties en nature avec eux. Ne courez pas pour ne pas partir dans la falaise. Regardez, il y a des crottes de mouton. Pardon, laissez-moi me mettre en face de vous. Et la photo? Donc posez-vous là un moment. Regardez bien le paysage qu'il y a derrière moi. Imprégnez-vous, vous êtes au cœur du parc. Et on est ici dans une zone un peu intermédiaire entre l'étage subalpin et alpin. C'est la zone de combat qu'on appelle. Ici, les végétaux luttent pour la survie un peu. Les arbres essaient de gagner du terrain, difficilement. On en voit accrochés sur le rocher bien exposé. Hein. Et ils gagnent un peu de terrain. C'est une étape un peu intermédiaire avant l'étage alpin où on ne trouve que des pelouses et puis l'étage nival où il n'y a plus que de la caillasse. Hein. On le voit surtout sur le Vignemale, derrière nous, où on ne voit plus que de la glace et du rocher pratiquement. La végétation ne peut plus survivre. Donc petit à petit, on voit que les végétaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont moins quoi? Ils sont moins grands, très bien. Plus on va monter, plus les végétaux sont rabougris et se tapissent sur le sol pour se protéger du vent et de tout. Sur le terrain, on a des effets un peu curieux suivant les milieux d'où viennent ces enfants. Et souvent, les enfants qui viennent de la ville sont beaucoup plus motivés que ceux qui viennent de la campagne. C'est assez curieux. Mais toujours, on a des réactions assez sympathiques, d'enthousiasme, hein, de redécouverte. On recrée un lien avec la nature qui a peut-être un peu disparu. Et il y a bien sûr les premières heures, bon, ils ont besoin de se défouler, le milieu montagnard s'y prête aussi, il y a une partie d'effort. Mais après, dès qu'on observe que ce soit marmotte, isard, grand rapace ou tout simplement la flore, de suite, bon, il y a une part d'émerveillement, il y a une part de curiosité, d'étonnement surtout. Et c'est ça qui est très agréable quand on les accompagne. Alors là, on est en présence de quoi, les enfants? Il y a une cabane et autour tout ce qu'on voit. Un mur. Alors ici, on est pratiquement à 2350 mètres d'altitude. Il y a un enclos, hein. Les bergers venaient ici. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a que de la pierre, mais en fait, il y a des pelouses de pâturage tout autour. Et les bergers avaient choisi cet endroit, un peu à l'abri, dans un petit col, mais un peu à l'abri pour installer le troupeau et le regrouper le soir. Donc vous voyez, ils se réfugient là-dedans. Hein. C'était un abri assez sympathique. Si vous voulez, vous pouvez rentrer là même. On va voir s'il y en a un qui est capable de passer dessous. Alors vous voyez, il ne fallait pas se cogner. Hein. Les bergers s'infiltraient là. Tu peux, allez, essaye, voyons voir. Allez, voilà. Et vous voyez, il y a déjà 3, 4, 5, bon... Attendez, 2 secondes, moi je fais une photo. 5, 4, 3, voilà. Bon, mais les bergers des temps modernes, les voilà. Hein. Donc ici, là, on voit une tourbière qui est en train de se refermer. Hop là, il y avait une habitante qui est très commune dans ces tourbières, dans ces petites mares d'eau. C'est la grenouille rousse. Donc souvent, elles prennent aussi le coloris du milieu où elles se trouvent. Alors quelqu'un me posait la question, pourquoi on ne trouve pas de proctes dans ces zones-là? Il y a trop de vases, il n'y a pas assez de mouvement d'eau. Il y a des espèces endémiques sur le parc des Pyrénées. Et bon, il y a une espèce qui me plaît bien parce qu'elle est assez facile à trouver, c'est le procte. C'est une sorte de triton qui est présent sur la chaîne des Pyrénées en Espagne et en France. Et cette espèce, notamment, se découvre l'été dans les petits ruisseaux, sous les pierres.
et j'aime bien aller observer cet animal. C'est un animal qui n'aime pas la lumière et il commence à s'agiter un peu le soir. Et là, c'est un adulte que l'on voit. Alors ça ressemble, bon, il y en a qui m'ont dit à un lézard, regardez, il bouge. Voilà, à un triton ou une salamandre. Mais c'est assez beau, hein, vous voyez. Alors dans l'eau, ça a une crête qui reprend un peu la couleur du granit. Mais ils ne l'ont pas tous. Voilà. D'ailleurs, on voit un jeune, tiens, là, qui se développe. Bon, on va essayer d'attraper cet adulte qui est par là-dessous. Alors les adultes sont plus faciles à attraper que les jeunes. Ils sont moins vifs. Le voilà là-dessous. Il se dissimule. Il est gros. Voilà. Donc, ça y est. C'est ça. Alors, voilà l'individu adulte. Hein. Alors avec un corps très granuleux, vous voyez, ça a beaucoup de grains et une petite raie claire au-dessus. Et dessous, regardez, c'est magnifique. Alors il faut surtout le presser comme ça, à plat. Pas lui casser les membres. Hein. Il faut prendre des précautions au niveau des membres. Et ça peut très bien vivre hors de l'eau. C'est ça la particularité, oui, amphibien, hein, c'est-à-dire qu'il est capable de passer tout l'hiver. S'il fait trop froid, il se réfugie sous les pierres, aux abords des petits ruisseaux. S'il fait trop chaud, ils font pareil parce que sous les pierres, il y a de l'humidité qui est préservée et ils peuvent se réfugier là. Il y a des petits coins, surtout dans la vallée de Cotteret, hein, au-dessus du pont d'Espagne, bon, des coins secrets où il y a quelques tourbières. Moi, j'aime bien les milieux humides où il y a des sphègnes, des drosera, des linégrètes. Bon, ces endroits où viennent les grenouilles rousses, où il y a pas mal de libellules. J'aime bien aussi les libellules. Au printemps, c'est assez agréable de voir, d'avoir la chance d'observer une émergence de libellule, bon, qui sort de son squelette, quoi, de sa carapace extérieure. Et ça, c'est des moments assez sympathiques. On se sent un peu dans le monde un peu de marécage où les sorcières venaient fréquenter ces lieux. L'isard, c'est une espèce qui, elle, est très médiatique, non seulement au niveau de la chasse, parce que l'isard a été vraiment la fierté un peu des chasseurs montagnards, hein, de pouvoir faire de beaux trophées, mais il a été très menacé juste avant la création du parc, parce qu'il était en restriction forte sur toute la chaîne des Pyrénées. C'est devenu l'emblème du parc des Pyrénées. Le parc des Pyrénées s'était donné un peu comme mission aussi de sauver l'isard. Et notamment, ça a bien réussi. On a actuellement près de 5500 isards sur la zone parc. On a renforcé aussi des massifs à l'extérieur du parc pour justement, c'est là le travail avec les chasseurs, de faire des plans de chasse assez bien suivis. Et l'isard est une espèce assez spectaculaire. On peut parler aussi de très forte adaptation à la haute montagne et aux falaises. Quand on voit les isards, notamment au moment du rut, au moment de novembre, comment ils dévalent ou même à l'inverse monter les pentes en se coursant, en s'affrontant. C'est vraiment une espèce très très spectaculaire en montagne et aussi qui est assez facile à observer maintenant, notamment sur le plateau du Caillan et sur la vallée des Oulettes. Si je regarde un peu le parcours que j'ai mené, j'ai toujours travaillé dehors, que ce soit en tant que fils de paysan, où il fallait, en plus j'ai pris une revanche sur le sort, parce que je me rappelle gamin, quand mon père soulevait avec le soc de la charrue des blocs de granit
Adé, là-bas dans les labours, avec mon frère, on était obligé de charrier ces cailloux, les enlever. Et c'était des cailloux qui venaient du glacier du Vignemale qui les a transportés jusque là-bas en bas. Et je lui en voulais un peu à ce glacier. Puis maintenant, je le côtoie. Les blocs de granit, je les laisse sous mes pieds. Et c'est un peu une revanche sur le sort. Mais c'est toujours une continuité dans le bonheur d'avoir travaillé en extérieur. J'ai du mal à me retrouver derrière un bureau ou à l'intérieur et j'ai toujours besoin de sortir. Et ça, c'est un parcours quoi, qui me convient bien et j'espère continuer encore longtemps. Quoi.